Alors, bonjour et bienvenue à tous à ce premier webinaire 2018 du CAPRES qui s'intitule Comment créer un climat favorable à la santé mentale dans nos établissements. On aurait pu ajouter dans nos établissements d'enseignement supérieur parce que c'est vraiment le champ auquel on s'intéresse aujourd'hui. Tout au long du webinaire, vous serez appelés à partager vos expériences, vos connaissances, à échanger avec les panélistes. Notez que nos webinaires sont tous enregistrés et qui sont rendus disponibles dans quelques semaines sur notre site web. Alors, avant de débuter, peut-être sur le volet un peu plus technique, les panélistes et l'animatrice partageront toujours leur webcam, ce qui signifie que vous allez les voir tout au long du webinaire. Vous pouvez par contre clavarder dans la zone conversation. Le clavardage peut être utilisé pour poser des questions, émettre des commentaires, des suggestions. À la fin du webinaire, l'animatrice Marie-Claude Roberge va poser certaines de vos questions aux panélistes pour qu'ils aient l'occasion d'y répondre. Si certaines questions ne sont pas traitées, nous tenterons d'y répondre par un autre moyen, donc soit par écrit dans un article ou lors d'un autre webinaire sur la santé mentale. Si vous avez des problèmes techniques pendant le webinaire, vous pouvez contacter le service de VIA au 1-866-843-4848 poste 1. Le numéro de téléphone est disponible également dans le clavardage. Le webinaire est enregistré donc pour permettre sa diffusion sur le site web. Maintenant qu'on a terminé le côté technique, entrons un peu dans le sujet. Pour ceux qui connaissent peu le CAPRES, je vous resitue notre organisation. Le CAPRES, c'est le Consortium d'animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur. Notre public cible, c'est toujours les professionnels, les conseillers et les intervenants, à la fois au milieu collégial et universitaire. On utilise ce public cible-là en tant que relayeur à la fois auprès des enseignants, des gestionnaires, on fait du relais d'information aussi auprès des organismes, des ministères et évidemment auprès des étudiants. Nos domaines d'intervention traitent principalement de l'accessibilité, de la persévérance et de la réussite. La santé mentale, évidemment, s'inscrit dans ce domaine d'intervention-là et on sentait dans les derniers mois que c'était un sujet qui intéressait plusieurs intervenants et sur lesquels on souhaitait avoir l'occasion d'échanger. Donc, le CAPRES fait beaucoup de veille auprès et diffuse des nouvelles, des activités, des outils, des résumés de recherche. Puis, à partir de cette veille-là, constitue des dossiers. C'est dans le cadre d'un dossier du CAPRES, donc, qu'on a ciblé un premier enjeu qui était la promotion de la santé mentale. Vous avez pu recevoir dans le courriel, puis on va y faire référence aussi à la fin du webinaire, notre dossier où est-ce que vous trouvez la description de l'enjeu, les notions clés et les pratiques inspirantes du domaine. Les participants du panel d'aujourd'hui, plusieurs des participants ont contribué à ces documents écrits et l'activité, le webinaire d'aujourd'hui vient compléter dans le fond cette documentation-là pour amener un petit peu plus loin la réflexion et surtout pour vous permettre d'entrer en contact avec les gens qui ont participé à la rédaction et qui peuvent vous amener un éclairage sur vos questions plus précises. Donc, l'animatrice aujourd'hui est Marie-Claude Roberge. Elle détient une maîtrise en sociologie de la santé à l'Université de Montréal et cumule plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la promotion de la santé et de l'adaptation sociale. Elle est conseillère scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec depuis 2004. Elle a d'abord travaillé au sein de l'équipe chargée de la conception du déploiement de l'approche École en santé au Québec.
Depuis 2012, elle est responsable des dossiers de promotion de la santé mentale. Les travaux menés à l'INSPQ visent à soutenir les acteurs de la santé publique et leurs partenaires pour l'amélioration des connaissances et l'optimisation des pratiques, notamment par la production de synthèse de connaissances et l'animation d'activités de transfert de connaissances. Elle est co-auteure d'une synthèse de connaissances sur les champs d'action pertinents en promotion de la santé mentale des jeunes adultes. Vous trouvez le lien vers cette synthèse sur notre site web également. Donc, Marie-Claude, je vous laisse la parole pour la suite des choses. Bonjour tout le monde, merci Lucie. Alors, le webinaire d'aujourd'hui est, comme Lucie l'a expliqué, un complément au dossier sur la santé mentale nouvellement déposé sur le site du CAPRES. Et nous avons le plaisir de recevoir 4 panélistes provenant à la fois du milieu collégial et du milieu universitaire au Québec et en Ontario. Chacun, le déroulement du webinaire, en fait, chacun va présenter brièvement les projets auxquels ils sont rattachés au sein de leur établissement pour qu'on puisse ensemble discuter des moyens à mettre en place pour favoriser la bonne santé mentale des étudiants et créer des milieux de vie, c'est-à-dire des campus qui contribuent à l'épanouissement des étudiants, à leur santé mentale puis à leur persévérance. Donc, je vous les présente sans plus tarder. Monsieur Simon Grégoire, qui est psychologue et professeur titulaire au département d'éducation et de pédagogie de l'Université du Québec à Montréal. Et Simon est directeur du groupe de recherche et d'intervention sur la présence attentive. Il a développé avec des membres de son équipe les ateliers Corsa dont ils vont vous parler. Lesquels visent à promouvoir le mieux-être chez les étudiants postsecondaires en misant sur la réduction du stress, de l'anxiété et de l'épuisement. Nous avons aussi autour de la caméra Maria Pagène, qui est directrice du Center for Innovation in Campus Mental Health en Ontario. La mission du centre est d'aider les collèges et les universités de l'Ontario à améliorer et à soutenir la santé mentale et le bien-être des étudiants. Maria a notamment occupé le poste de chef de programme à la Société d'Alzheimer précédemment de l'Ontario et elle a obtenu son baccalauréat ainsi en travail social et une maîtrise en travail social de l'Université McGill, le bac à l'Université McGill et la maîtrise à l'Université York. Je m'excuse. Marc Martineau est psychologue en pratique privée auprès d'une clientèle majoritairement composée d'adolescents et de jeunes adultes. Il est enseignant à la retraite du Cégep de l'Outaouais et chercheur dans le domaine de la santé mentale chez les jeunes, notamment en lien avec les thématiques du suicide, de l'adaptation scolaire au niveau postsecondaire et des facteurs qui contribuent à une santé mentale optimale. Il a contribué à la conception et au déploiement du projet Je tiens la route au Cégep de l'Outaouais, dont il va nous parler. Et Florence Desplanches, qui est travailleuse sociale, qui a complété une maîtrise en santé publique à l'Université de Montréal. Elle s'intéresse depuis à la promotion et à la prévention en santé mentale particulièrement auprès des jeunes adultes. Elle a au fil des années, coordonné un projet de partage de connaissances en promotion de la santé mentale au sein des établissements collégiaux. Elle a, en fait, nous avons collaboré ensemble à la rédaction de la synthèse dont Lucie a parlé précédemment et elle a aussi travaillé à l'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Montréal, à titre de chargée de projet et elle coordonne présentement la planification et l'implantation de différents projets de prévention en santé mentale pour les étudiants de l'Université de Montréal au sein de l'équipe du Centre de santé de consultation psychologique. Donc, voilà. Alors, je laisse la parole à chacun d'entre vous pour présenter brièvement les projets dans lesquels vous êtes impliqués. On pourrait commencer par Simon.
Ensuite, non, en fait, je m'excuse, Maria a une présentation et comme son projet en est un de coordination, d'appui au milieu postsecondaire, on va commencer par elle. Mais avant, je vais juste faire un petit résumé du dossier pour nous situer. Le passage à la vie adulte est une période marquée par plusieurs changements qui peuvent constituer pour certains jeunes une source de stress, d'anxiété et d'une moins bonne santé mentale. Pour soutenir les jeunes, on va alors chercher à accroître l'offre de services psychosociaux et médicaux ou encore à mettre en place une série de mesures compensatoires et d'accompagnement individuel, surtout pour les jeunes qui ont des problèmes manifestes. Pourtant, une autre logique existe, celle où on vise une vision plus positive du jeune, où on voit chaque jeune comme ayant un potentiel de développement qu'il faut nourrir. Donc, on est en présence de deux logiques complémentaires pour agir sur l'état de santé mentale. D'un côté, réduire l'apparition et l'impact des troubles mentaux, mais l'autre, améliorer les conditions qui vont produire la santé mentale, c'est-à-dire en misant sur les conditions favorables au développement positif des jeunes et des milieux de vie. Ça nous amène à deux objectifs distincts et aussi une conception de la santé mentale et des troubles mentaux sur deux continuums distincts, où on voit ici la santé mentale qui est plus que l'absence de maladie. La santé mentale renvoie aux sentiments positifs à l'égard de la vie, mais aussi à la capacité de fonctionner psychologiquement et socialement. C'est-à-dire le fait d'être en bonne santé mentale ou le niveau de santé mentale plutôt va prédire le fonctionnement psychosocial des individus dans une population. Ça concerne tout le monde, alors que le niveau, ici, l'absence ou la présence de troubles mentaux, renvoie plus à la symptomatologie. La mesure de la santé mentale devient donc complémentaire à celle des troubles mentaux pour bien situer notre état de santé mentale. Alors, on peut avoir des jeunes qui ont un trouble mental diagnostiqué, mais qui, parce qu'ils sont dans un environnement qui les soutient, leurs symptômes sont contrôlés, vont avoir un niveau de santé mentale assez élevé. Alors qu'en contrepartie, on peut se retrouver avec des jeunes qui n'ont pas de troubles mentaux diagnostiqués, pas aucun trouble mental diagnostiqué, mais qui ont une faible santé mentale. Donc, les études montrent qu'une bonne santé mentale aurait des effets protecteurs sur la santé physique et aussi sur les troubles mentaux, la présence, l'apparition, l'intensité des troubles mentaux, ainsi que sur les comportements suicidaires. La santé mentale, c'est dynamique. Notre santé mentale peut fluctuer. On a tous une santé mentale qui fluctue, passant d'un état optimal à un état minimal. Et la santé mentale va fluctuer en fonction des différents moments du parcours de vie, des événements qu'on peut vivre. La période du passage vers la vie adulte, l'entrée au collégial, l'entrée au secondaire, c'est une période charnière qui peut avoir des conséquences majeures sur le parcours de vie présent et futur. C'est une période où on acquiert des nouveaux rôles et responsabilités. On devient autonome, on structure notre identité, on développe de nouvelles relations interpersonnelles, certains deviennent parents. C'est aussi le moment où nos habitudes de vie s'ancrent on adopte des saines habitudes de vie ou non, en fait. Et les comportements qu'on va développer vont avoir une incidence sur nos comportements ultérieurs. C'est une période où on fait des choix dont la portée est à long terme, nos choix vocationnels, l'insertion en emploi, nos choix de citoyens aussi.
Et évidemment, les possibilités qui sont à notre disposition varient selon les contextes. Et c'est aussi un moment où il y a des inégalités sociales et de santé aussi qui s'opèrent. Et notre capacité à faire face aux situations de vie est un prédicteur de notre santé mentale. Donc, favoriser la santé mentale des jeunes adultes nécessite un ensemble coordonné d'actions intersectorielles. L'amélioration de la santé mentale des jeunes adultes ne peut pas se limiter aux services d'aide et de soutien psychologique ou de développement d'habiletés au regard de la santé mentale. Ça prend un ensemble d'interventions, un ensemble coordonné d'actions. Et ce qu'on voit ici, c'est un modèle qui est développé par l'Association des étudiants des collèges et universités canadiennes, Canadian Association of College and University Student Services, et l'Association canadienne de santé mentale, où on reconnaît l'importance de soutenir les jeunes qui ont des troubles mentaux, qui ont des difficultés, par des services de santé mentale qui sont accessibles et des mesures de gestion de crise bien établies dans les milieux. Et aussi de soutenir les jeunes qui ont des difficultés d'adaptation, d'intégration dans le milieu notamment, par en étant en mesure de répondre le plus rapidement possible aux préoccupations des étudiants. Mais pour ce qui nous préoccupe aujourd'hui, on ne minimise pas l'importance de ça, mais ce que la littérature nous montre, c'est qu'en plus d'avoir des services adaptés pour les jeunes en difficulté, si on favorise la santé mentale de tous les étudiants, on va aussi avoir un effet sur les étudiants qui sont en difficulté. Et c'est souvent cette partie-là qui est la plus difficile à implanter en milieu scolaire parce que, évidemment, on est préoccupé par les services aux jeunes qui sont en difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un ensemble coordonné de services? D'abord, on reconnaît l'importance d'avoir des jeunes qui ont les habiletés nécessaires pour faire face aux difficultés de la vie, donc de les soutenir à développer ces habiletés-là. Par contre, on sait que ces interventions-là vont avoir une plus grande portée si les jeunes ont accès à des conditions matérielles, physiques, sociales dans leur milieu de vie, qui leur permettent d'exercer les compétences acquises. Donc, on parle ici d'environnements qui sont favorables à l'épanouissement, la réussite et l'engagement des jeunes. Ça veut dire des milieux de vie avec des acteurs sensibles aux réalités des jeunes, des environnements, des initiatives qui permettent de réduire l'exposition à la violence, par exemple, favoriser les saines habitudes de vie, renforcer les liens sociaux, encourager la participation des jeunes. Et tout ça dans un milieu où les politiques mises en place sont cohérentes et favorables à une bonne santé mentale et à l'épanouissement des jeunes. Donc, voilà pour le portrait. Je laisserai la parole à Maria qui va nous présenter son rôle en soutien aux différents milieux à voir comment on peut favoriser une bonne santé mentale. Merci beaucoup. Et je m'excuse, mon français n'est pas fantastique, mais mon franglais est fantastique. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Et je veux juste dire que notre centre est une collaboration de 5 organisations. Collège Ontario, le Conseil de l'Université de l'Ontario, USA, CSA et aussi l'Association Santé mentale canadien Ontario Division. Et comme Marie-Claude a dit, notre mission est à aider les collèges et les universités de l'Ontario à améliorer
leur capacité de soutenir la santé mentale et le bien-être des étudiants. Et on fait ça en quelques méthodes, mais c'est important pour dire que on travaillons avec tous les gens sur le campus et aussi avec les partenaires communautaires, mais on ne travaillait pas avec les étudiants directement. On n'est pas un centre de counseling, on n'est pas un centre de crise, mais on travaillait avec tous les gens qui travaillaient avec les étudiantes. On a trois priorités stratégiques et le premier est le transfert de connaissances. Et on fait ça avec beaucoup d'activités. On a des webinaires, on a un congrès. Notre congrès cette année est le 21 et 22 novembre à Toronto. On a un bulletin d'information, une communauté de pratique. On fait beaucoup de choses. Ça, c'est comme on dit notre bread and butter. On fait beaucoup de méthodes. Et on travaillait avec les gens dans le collège et aussi à l'université. Et on fait beaucoup de needs assessment pour faire parce qu'on veut faire des choses qui sont importantes pour lui. Et aussi, notre deuxième priorité stratégique est à promouvoir des réponses systématiques. Et on fait beaucoup de choses ici aussi. Comme j'ai dit, on fait des évaluations des besoins et on trouve les choses qui manquent. Et une de notre nouvelle création est une boîte utile interactive pour évaluation. On sait que le collège et l'université font fantastiques choses, mais il ne fait pas les évaluations. Et on veut lui aider à faire l'évaluation. Et ça va être live sur notre website dans une semaine et en français dans à peu près un mois. Et on aussi travaillé sur un guide de ressources pour le cannabis au campus. Ça, c'est une partnership avec CAMH, CMHA et MASD. Ça, c'est notre ministry de Advanced Education and Skills Development. Et je pense que notre troisième priorité stratégique va être intéressante pour vous parce que on fait ce qui est très important pour nous et qu'on crée une plateforme de collaboration entre les campus, mais aussi entre les campus et les organisations communautaires. Et on fait ça dans plusieurs méthodes, mais une des choses qu'on fait cette année est des forums régionaux où on invite les campus, mais aussi les organisations communautaires et on travaillait ensemble à définir les problèmes, mais aussi, je ne sais pas comment tu dis ça en anglais, en français, to look at the capacity in the room to work together. Et on sait qu'il y a beaucoup de capacités, beaucoup de knowledge et on veut qu'on travaille ensemble pour l'aider chacun. Et ça, c'est quick and dirty, qu'est-ce qu'on fait. Et merci beaucoup. Donc, merci Maria. On va faire le tour de nos panélistes et puis ensuite, on amorcera la discussion. Alors là, j'inviterai Simon à prendre la parole. Merci Marie-Claude. Écoutez, moi je vais prendre peut-être un petit peu de temps pour vous parler d'un projet dans lequel je suis impliqué depuis 2012 avec des chercheurs, mais aussi des intervenants dans les services d'aide à la vie étudiante. Donc c'est un projet qui a été lancé en 2012. À l'époque, il y avait des gens de l'UQAM, de l'Université de Montréal et de l'Université de Sherbrooke, donc dans l'équipe originale.
Donc, essentiellement, Corsa, c'est une série de 5 ateliers de 2h30. Des ateliers qui sont offerts en groupe, donc à des groupes de 8 à 15 étudiants. Les ateliers, en ce moment, ils sont offerts dans une vingtaine d'établissements postsecondaires au Québec, donc 8 universités, 10 cégeps. On a aussi deux organismes communautaires qui offrent eux aussi des services à la vie étudiante. Et puis les gens qui donnent les ateliers, ben, c'est essentiellement des gens là, qui travaillent dans les services de counseling ou les services à la vie étudiante. Donc ça peut être des psychologues, ça peut être des conseillers d'orientation. Donc en ce moment, on a une soixantaine de formateurs au Québec et puis depuis peu, on a une équipe d'une vingtaine de formateurs en France. Et puis, ben, ce qui est peut-être intéressant de souligner, c'est que les ateliers Corsa ont été développés à partir d'une approche qui est une approche TCC de troisième vague, donc l'approche d'acceptation et d'engagement. C'est une approche qui a été développée aux États-Unis vers la fin des années 90. C'est en quelque sorte les assises théoriques des ateliers. Et ce qu'on cherche à faire essentiellement, c'est pas tant de réduire des symptômes de stress, d'anxiété ou de dépression. C'est souvent ce qui se produit, mais c'est pas l'objectif premier. L'objectif premier, c'est vraiment d'emmener les étudiants à développer ce qu'on appelle la souplesse psychologique. En quelques mots, qu'est-ce que la souplesse psychologique? C'est essentiellement notre capacité d'être présent et attentif à ce que l'on vit. Et c'est aussi d'avoir le courage, j'ai envie de dire, de mettre en place des actions qui sont cohérentes avec nos valeurs puis qui donnent un peu plus de sens à notre vie. Donc ça, c'est vraiment la visée, j'ai envie de dire, des ateliers Corsa. Chez nous, c'est assez important de se mesurer, je vais dire comme ça. Donc, depuis le tout début, on fait toutes sortes de recherches pour essayer de voir en quelque sorte la portée de cette intervention-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ben, non seulement il y a des impacts sur le bien-être, sur la santé, mais on a aussi des résultats intéressants au niveau de l'engagement des étudiants. C'est-à-dire que les ateliers semble agir sur l'engagement des étudiants à l'égard de leurs études. Donc, c'est un petit peu là où on en est. Je vais rapidement parce que je ne veux pas prendre trop de temps d'antenne pour mes collègues, mais c'est un petit peu là où on en est. Et puis, donc voilà, peut-être que j'aurai la chance de revenir un petit peu plus tard. Merci. Simon. Je passerai au collégial pour revenir à l'université. Donc, Marc, le projet Je tiens la route. Oui, bonjour. Donc, je vais vous décrire en gros qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années au Cégep de l'Outaouais. Donc, il y a un programme, donc Je tiens la route, qui a été développé pour, je dirais, complémenter les services existants en santé mentale par le biais de, je dirais, toutes sortes de stratégies par tous les acteurs du milieu, incluant les étudiants. Là. Il y a des stratégies qui ont été développées comme le site web, une page Facebook, des capsules théâtrales d'intervention dans les aires publiques, des présentations à tous les employés du Cégep sur le programme Je tiens la route. Donc, tous les 850 employés et au moins 3000 étudiants. Donc, des changements dans le curriculum des cours et tout ça pour parler de promotion de la santé mentale essentiellement. L'organisation des journées oranges à la fin de chaque année. Et la métaphore mise de l'avant pour illustrer, si vous voulez, le développement de sa résistance face aux épreuves et celle de se préparer pour les blizzards, les tempêtes à l'aide de 4 bons pneus d'hiver. Donc, on ne peut pas contrôler la force des tempêtes, mais on peut certainement se munir de moyens, de trucs, de stratégies, mais aussi de politiques, de stratégies d'enseignement, de stratégies aussi environnementales dans le Cégep. Donc, il y a aussi un rapport qui a été écrit là, qui porte sur l'implantation du programme Je tiens la route
qui figure, je pense, dans les références. Il faut aussi mentionner que le programme Je tiens la route résulte d'une approche structurée. Louise Fournier, Guy Beauchamp, et essentiellement, il s'agissait d'évaluer les forces en présence dans le cégep et à partir de là, ben, complémenter, renforcer les forces déjà existantes et ajouter, en conformité avec les particularités de la population et de l'environnement, des stratégies qui répondent mieux aux besoins à ce moment-là du cégep de l'Outaouais. Donc, essentiellement, c'est ça. Le projet Je tiens la route vise je dirais, à rallier tous les acteurs de l'établissement, des professeurs, des professionnels, des directeurs, des employés de soutien qui participent pas beaucoup à des projets de santé mentale. Donc, par exemple, dans le centre sportif, la bibliothèque, entretien ménager, pour la mission d'améliorer la santé mentale de tout le monde et conséquemment aussi de renforcer la persévérance scolaire. Alors, c'est ça pour l'instant. Merci beaucoup, Marc. Maintenant, Florence, Florence, ton projet est plus un rôle de soutien et de développement d'initiatives en lien avec la santé mentale des étudiants. Alors, je te laisse la parole. Oui. Alors, oui, est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors, Oui. Bonjour à tous. Merci Marie-Claude. Donc, je suis chargée de projet ici en santé mentale à l'Université de Montréal. En fait, à l'Université de Montréal, la santé mentale, comme dans l'ensemble des établissements postsecondaires, est un enjeu majeur depuis les dernières années. Ici, à l'université, ça fait depuis 2 ans, plus ou moins 2 ans, que réellement, il y a des actions systématiques qui sont posées. Donc, moi, je suis ici, en fait, je suis directement liée, si on veut, à cette démarche-là organisée qui a été dans le cadre d'un rapport qui a été formé par un rapport qui a été écrit par un groupe ici à l'université formé de différents acteurs au sein de l'université et duquel a découlé environ une trentaine de recommandations en vue de soutenir et d'améliorer la santé mentale des étudiants. Alors moi, je suis en ce moment plus occupée par 2 projets, si on veut, qui découlent de ce rapport, que sont l'implantation d'un projet de sentinelle et l'implantation aussi de projets père aidant. Donc, brièvement, Sentinelle, je suis sûre que pour plusieurs d'entre vous, là, vous savez à quoi je réfère, Sentinelle en prévention du suicide. Nous, notre approche est, on élargit un peu plus à la prévention de la détresse, c'est-à-dire plutôt en amont, plus en amont qu'avant le suicide, mais qui inclut le suicide évidemment. Donc, c'est l'idée de former le personnel à l'Université de Montréal à être capable, à être outillé pour accueillir, écouter et référer les étudiants qui présentent des difficultés d'ordre psychosocial. Donc, ça, c'est en cours, c'est un nouveau projet. Donc, on est en train là, de planifier ça. Et pour le projet Père aidant, c'est un peu différent puisque ça a été une initiative qui a émergé du milieu directement au sein d'une faculté, donc qui est un peu dans la même famille d'objectifs, c'est-à-dire comment on outille des personnes qui ne sont pas des professionnels en santé mentale, hein, comme le personnel universitaire, comment on outille des étudiants, donc des pères aidants, pour venir en aide à leurs compères, dans le fond, aux étudiants. Donc, c'est la même chose, comment on fait pour accueillir, écouter, référer des étudiants qui présentent différentes difficultés. Donc, c'est les 2 projets pour lesquels en ce moment je suis plus occupée. Voilà. Bon, merci beaucoup tout le monde. Je reviendrai à notre schéma. Si je comprends bien, les initiatives qui sont
qui ont été présentés. Le projet Corsa se situe ici à la sensibilisation. C'est un projet pour renforcer les capacités des jeunes qui visent les jeunes eux-mêmes. Le projet Je tiens la route, c'est une initiative d'un cégep où on essaie d'inclure l'ensemble des partenaires d'un cégep et l'initiative de l'Université de Montréal part déjà de préoccupations à un niveau plus structurel pour essayer de voir comment on aménage le milieu aussi. Alors, et Maria, ce que je comprends, c'est que ton rôle est d'accompagner les cégeps là où ils sont rendus à agir quelque part dans ces zones pour améliorer la santé mentale. Ce que j'aimerais... Oui, Oui, vas-y. Je juste veux dire que oui, c'est avec le collège et l'université, mais c'est juste la chose que je pense que c'est très important. Oui, on travaillait avec un collège un à un ou face-to-face, mais ce qu'on aussi fait est inviter tous les campus à travailler ensemble. Et je pense que ça, c'est très important pour dire parce que on peut faire les petites choses avec chacun, mais il y a beaucoup comment on dit, there's more power quand on travaille ensemble. OK. Alors, ça m'amène à deux questions. La première, c'est dans chacun de vos projets, quels sont les partenaires impliqués et comment est-ce que vous, à l'image de ce que Maria vient de dire, est-ce que vous vous alliez de d'autres institutions? Je sais que les ateliers Corsa sont développés un peu partout. Est-ce qu'il y a des ponts faits entre les différentes institutions les différents établissements? Florence, comment on s'appuie sur ce que d'autres font? Et bon, je vous laisserai la parole là-dessus. Premièrement, qui est impliqué dans qu'est-ce que ça prend pour développer vos projets? Quels acteurs doivent être impliqués? Puis quel pont vous faites avec d'autres organisations, par exemple? Est-ce que ça fait partie des avenues, notamment? Je peux peut-être me lancer. Nous, les partenaires avec qui on travaille, c'est, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, vraiment donc les professionnels dans les services d'aide à la vie étudiante. Il y en a dans tous les établissements collégiaux et universitaires. Donc, ce sont des professionnels de la relation d'aide qui sont déjà impliqués, donc qui offrent déjà des services d'aide aux étudiants. Bon, c'est sûr que ces gens-là ont aussi la collaboration de d'autres acteurs dans leur milieu parce que sans appui de la haute direction, hein, c'est comme n'importe quelle initiative, ça fonctionne pas. Mais c'est en quelque sorte vraiment nos partenaires, nos partenaires de choix pour le moment. Et après ça, on essaie de... c'est sûr que comme les ateliers sont offerts dans différents établissements, la réalité est différente d'un établissement à l'autre. Il y a des distinctions aussi entre ce qui se passe au collégial, ce qui se passe à l'université. Donc, on essaie de créer des moments, des espaces où on peut échanger comme ça, que ce soit dans le cadre de formation ad hoc, ou encore à travers une espèce de forum de discussion, une espèce de plateforme virtuelle où on peut échanger des informations, se poser des questions, etc. Donc, c'est une manière de faire en sorte que l'information circule, quoi. OK. Merci. Marc, dans l'implantation de Je tiens la route, bien, pour l'implantation de Je tiens la route, tout d'abord, donc ça a commencé avec un travail de fond là, avec l'équipe de l'Université de Montréal et aussi Florence qui était là. Et dans le fond, la mentalité dans tout ça, c'était que chaque cégep développe son approche en rapport avec les besoins qui étaient présents là, dans son milieu, parce que chaque cégep est différent, chaque université est différente. Donc, régionalement, multiculturellement, économiquement aussi, il y a le momentum au cégep de l'Outaouais, il venait tout juste d'avoir un meurtre derrière le cégep, donc les éléments de résilience étaient très, je dirais,
était mis de l'avant dans le cégep, donc c'était un contexte idéal, par exemple. Donc, chaque établissement avait ça, puis avec un comité de réflexion qui était alimenté par des chercheurs là, qui favorisaient le transfert de connaissances. On pouvait développer des stratégies qui s'enracinaient dans le milieu, mais qui provenaient aussi des données probantes. Donc, je pense que dans tout ça, le processus est important, puis notre but, c'était pas que tout le monde développe un Justin Laroute dans tous les cégeps, avec le logo et ces trucs-là, mais que chaque établissement développe, dans le fond, des approches qui leur étaient propres. Je sais que, donc, en Belgique, par exemple, maintenant, c'est dans toute la province de Liège, le projet Justin Laroute était développé, mais c'était pas vraiment ça l'idée de base. Puis pour répondre à qui doit être impliqué dans ces équipes de réflexion-là, moi, je dirais que la direction, elle est essentielle. Donc tous les gens, par exemple, aux affaires étudiantes, au niveau de la direction générale et tout ça, mais aussi des professionnels, d'autres gens, des professeurs, pour vraiment créer des stratégies qui répondent aux besoins du milieu. Actuellement, au Cégep de l'Outaouais, par exemple, on a développé des politiques en santé mentale, mais surtout en relation avec la réussite scolaire, donc le projet PAR, projet d'aide à la réussite. Et on parle maintenant de santé mentale. Donc, au niveau de la promotion, sur le plan global, on a réussi un peu ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire qu'on voulait que les gens soient beaucoup plus portés à en parler dans toutes les sphères du cégep pour que ça parte d'en haut. Et puis vers le bas, mais qu'il y ait une espèce de moteur étudiant, là, des forces vives là, bien ancrées là, dans le mouvement étudiant pour créer des stratégies pour d'autres étudiants. Parce qu'eux autres, ils savent où les étudiants se tiennent, ils connaissent un peu ce qui est in, ce qui est out. Par exemple, on voulait faire un lip dub, les adultes, puis les étudiants ont dit qu'on était très out, donc il ne fallait pas faire des choses comme ça. Donc, les étudiants vont commencer, vont être très fiers de disons, de leur stratégie, puis pour faire la promotion auprès d'autres étudiants. Donc, il faut que ce soit un milieu comme faut que ça devienne un milieu très coloré, très stimulant, très le fun, pour, je pense, enlever un peu le fardeau de la santé mentale sur les seules épaules des professionnels, puis que tout le monde se sente concerné par le bien-être de son prochain et de l'ensemble des éléments dans ce cégep. Donc, c'est à peu près ça. Là. Donc, ça concerne tout le monde, mais la direction doit être présente et les étudiants aussi. OK. Florence, est-ce que tu adhères au même constat? Oui, je dirais que les partenaires, les personnes qui... je dirais les personnes, on a besoin de tout le monde pour faire avancer nos choses. On ne peut plus considérer travailler seul et le fardeau, non, ne repose pas sur nos épaules seules. Moi, dans le cadre de mes projets spécifiquement, il y a les personnes qui soutiennent et les partenaires à l'interne. Il y a aussi à l'externe. Hein, des fois, ça peut être deux dynamiques différentes. Par exemple, dans le cas de l'interne, souvent, quand je vous parlais tantôt des deux projets Père aidant et Sentinelle, qui ont ce souci hein, d'être finalement des courroies de transmission vers des services, des ressources, des secteurs qui peuvent mieux répondre, qui peuvent répondre en fait aux besoins des étudiants parce que, je le rappelle encore, hein, puis c'est toujours ça qu'on garde en tête, c'est qu'il n'est pas question dans les projets de faire des différents partenaires, des projets, des spécialistes en santé mentale et des intervenants. Quand on parle des gestionnaires, des professionnels, des enseignants, quand on parle de santé mentale, l'idée n'est pas qu'ils deviennent des experts et les attentes ne sont pas à ce niveau-là non plus. Alors, pour les sentinelles et les pères aidants, quand on dit, ben, on veut les outils à référer vers des secteurs ou des services, ce ne sont pas seulement les services en santé mentale. Ça peut être tout au sein de l'université, ça peut être des équipes des services aux étudiants, ça peut être les activités culturelles. Alors, c'est aussi d'élargir cette notion-là que, par exemple, un étudiant qui vient voir une sentinelle ou un père aidant
cette personne-là, cet étudiant-là se sent seul, ben, il y a des activités, il y a des choses sur le campus, on peut référer à... Donc, la référence, ça va plus loin que l'aspect médical ou psychosocial. Bien sûr, ça peut être le cas, mais ce n'est pas que ça. Donc, ces partenaires-là soutiennent aussi les projets. Et souvent, je rajouterais ce qu'on oublie de faire, puis ce que je crois qui est très important, c'est d'aller le dire à ces personnes-là que dans le cadre de nos projets, on parle d'eux. Hein, puis c'est une forme de valorisation et de reconnaissance du travail qui est fait dans le milieu. C'est de dire que, par exemple, justement, le secteur des activités culturelles ou le secteur des prêts et bourses ou toutes les choses qui sont la vie communautaire, toute l'action humanitaire et tout ça, ils sont des acteurs qui font de la promotion de la santé mentale en agissant sur des facteurs de protection de la santé mentale. Donc, ils contribuent à ce que nos établissements, tout comme les professionnels en santé mentale, à ce que le campus soit favorable, soit un milieu favorable à la santé mentale. Donc, c'est aussi d'aller faire ce pont-là et créer un environnement favorable à la santé mentale. Je pense que c'est aussi de créer cette solidarité au sein du campus, puis cette cohésion entre les différents secteurs. Et pas seulement dans la référence, je te réfère quelqu'un. C'est de dire, ben regarde, je parle de toi, parce que ce que tu fais, c'est important. Donc, c'est un petit peu d'élargir cette notion aussi de référence et de considérer vraiment que tous, effectivement, jouent un rôle, souvent sans le savoir. Parce qu'on n'a pas le libellé officiel de la santé mentale dans notre mission. Mais pourtant, on agit pour la santé mentale et le bien-être des étudiants. Donc, voilà. OK, merci. Alors, si je regarde ce que vous avez dit, pour faire avancer des préoccupations au regard de la santé mentale, ça prend un leadership fort de la direction, mais aussi, c'est l'affaire de tous les partenaires, de tout le monde dans le milieu. Ce que je comprends, c'est que les étudiants sont un moteur aussi essentiel, on ne doit pas seulement travailler pour eux, mais avec eux. Puis, ce que j'ai entendu de Marc, c'est l'idée d'implanter des programmes mur à mur dans des milieux. C'est peut-être pas la solution gagnante, mais plutôt de partir des besoins des milieux pour voir qu'est-ce qui est le mieux adapté. Donc, si on regarde tout ça, en Ontario, votre organisme, Maria, comment on fait pour soutenir, par exemple, le leadership de la direction? Comment on amène les partenaires à aller chercher l'appui de la direction? Ou comment on mobilise les jeunes ou on soutient les milieux à mobiliser les jeunes, notamment? Je pense qu'il n'y a pas juste une méthode. Je pense qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a des écoles, des campus qui sont très petites, il y a des campus qui sont très grands. Mais une des choses qu'on voit est quand nous sommes commencé à faire les forums régionaux, ça va être mieux parce que les gens peuvent travailler ensemble, mais dans comment on dit, dans a common ground. Et on a voir que quand on fait cette petite forum, qu'on a voir qu'il y a beaucoup de collaboration, beaucoup d'éducation, beaucoup de knowledge transfer. Et je peux vous donner un exemple. On a fait un forum à Windsor. Et on a invité Western University. Et Western University a parlé à tous d'un programme qu'ils ont fait un partnership avec CMHA Middlesex. Et Windsor prend cette idée et faire la même chose. Et je pense que cette petite méthode peut être, on commencer petit, mais elle peut être plus grande and it can spread. OK.
Mais effectivement, le fait de la technique des petits pas est certainement ici, ce que je comprends, peut-être plus prometteuse pour rester optimiste, faire avancer. Mais est-ce que, Marc, c'était la même chose pour l'implantation de Je tiens la route, par exemple? En fait, ben, sans dire que c'était le contraire, c'était pas nécessairement. Il fallait commencer avec un gros boom, donc qu'il y ait qu'il y ait une espèce d'engouement pour la santé mentale. Puis on a commencé par visiter là, vraiment dans un établissement, par exemple, il y a toujours des réunions. Là. Il y a des réunions de département, il y a des réunions d'employés, il y a des réunions de direction. Puis on est allé faire une présentation de qu'est-ce qui s'en venait dans chacun de ces environnements-là pour vraiment assurer une espèce d'anticipation vers des actions à venir. Puis en même temps, les gens voulaient participer. Donc, par exemple, il y a des employés de bibliothèque qui nous laissaient leurs espaces pour faire des expositions. Il y a des employés de l'entretien ménager qui nettoyaient, par exemple, qui polissaient les planchers avant qu'on puisse mettre, par exemple, des posters sur les planchers. Donc, il y avait toutes sortes de choses qui ont pu être préparées, puis ensuite, on a donné le gros coup, puis à l'intérieur de 2 semaines, les pancartes étaient partout, les affiches étaient partout, le site web était fonctionnel, et il y a eu des pièces qui ont été jouées dans les aires publiques par des étudiants, parce qu'il y avait eu des ateliers de création étudiante qui avaient travaillé sur ces projets-là avant. Donc, moi, je dirais qu'au niveau local, il y a eu un momentum qui a donné un gros coup, puis la direction, par la suite, a pu voir que c'était quelque chose de très vivant, la santé mentale, contrairement à ce qu'on pouvait voir auparavant, à ce qu'on référait avant en termes de santé mentale, qui était vraiment d'adresser, par exemple, les urgences ou les étudiants qui allaient vraiment pas bien, puis la considération, par exemple, d'employer plus de psychologues pour répondre à plus de besoins. Donc, des gens qui ne savaient pas qu'ils pouvaient être des acteurs importants en santé mentale, comme par exemple les employés d'entretien ménager, avec les rencontres qu'on a eues, ont comme pris conscience que d'aller voir, par exemple, une étudiante qui pleurait dans les salles de bain, puis juste lui demander comment ça allait, ça pouvait apporter des bénéfices. Il y avait des employés informatiques qui pouvaient, par exemple, juste passer dans des classes informatiques d'étudiants qui étaient en train de travailler, puis pouvaient juste leur dire, par exemple, n'oubliez pas votre clé, ou n'oubliez pas de sauvegarder vos documents. Comme ça, on faisait de la prévention de plusieurs crises qui pouvaient se faire en fin de session d'étudiants qui perdaient leurs travaux, des étudiants qui bien souvent faisaient leurs travaux à la dernière minute. Donc, juste des petits gestes comme ça. Puis lorsque les gens prennent conscience que des petits gestes en collectivité peuvent aller très loin, c'est encourageant pour la suite. Comment tout ça, ça rime en milieu universitaire où on est dans des établissements qui sont énormes? Si je pense aux ateliers Corsa, comment on les fait connaître, comment on s'assure qu'il y a un suivi, pas un suivi des personnes qui prennent les ateliers, mais comment ça s'ancre dans quelque chose de plus grand, comment on mobilise un ensemble de partenaires, Florence ou Simon, autour de ça à l'université? Oui, peut-être je peux répondre, Marie-Claude. En fait, à l'Université de Montréal, en ce moment, je dirais que c'est... tantôt, Marc, là, tu parlais du momentum, puis c'est vraiment une des conditions qui est, moi, je dirais qu'il est une des plus déterminantes dans la suite des choses. Puis en même temps, c'est paradoxal parce que c'est une condition sur laquelle on n'a pas on n'a pas toujours de prise. Hein. À un moment donné, il y a des enjeux, puis c'est sociétal, la santé mentale. Hein. Vous remarquez, bon, c'est pas juste au sein des établissements postsecondaires, c'est en général dans la société. On en parle de plus en plus. Et la vision positive de la santé mentale aussi. On en parle de plus en plus de cette importance-là, d'aborder la santé mentale de façon globale. Donc, à l'Université de Montréal, le momentum est là depuis comme je vous disais au début, depuis plusieurs années.
Mais récemment, c'est un engouement puis une mobilisation collective au sein des facultés. Et c'est les personnes dans les facultés, dans le milieu, les personnes sur le terrain là, qui sont souvent les plus au fait de ce qui se passe, les profs, les personnes vraiment de première ligne qui expriment le souhait et les besoins pour avoir des outils, qui cherchent des réponses à leurs questions, qui ont soif finalement d'être accompagnés, d'être soutenus par rapport à la santé mentale. Donc, je dirais que c'est même, faut nous des fois, l'enthousiasme est bien là, est bien présent. Donc, des fois, c'est plus de réussir à calmer l'enthousiasme pour dire, ben, on est en train là, on développe, on y arrive, on s'en vient, ça va être là. Donc, on n'a pas beaucoup d'efforts à faire, je dirais, pour faire connaître, en tout cas, au premier abord. Après ça, il y a tout le travail là, évidemment de construction puis d'approfondissement des choses. Mais là, le momentum est là. Et quand c'est là, et quand il y a quand la haute direction, dans notre cas, là, le rectorat, il y a un endossement de ça, ben la voie est devant nous, là, puis c'est beaucoup plus facile, là, donc fait que cette condition-là, je pense qu'elle est, faut la saisir quand elle passe. c'est ça qu'il faut, ouais. Simon, par rapport à l'UQAM et la place, par exemple, des ateliers Corsa. Oui, ben en fait, je suis assez d'accord avec ce qui a été mentionné à venir jusqu'à présent. Je pense qu'il y a une question de momentum, une question d'enthousiasme, mais il y a aussi, je pense, une question de données probantes, c'est-à-dire que nous, les gens avec qui on travaille dans les services à la vie étudiante ont évidemment toutes sortes de comptes à rendre à leur direction, puis ils doivent aussi, eux, convaincre que c'est une bonne chose que d'aller dans telle ou telle direction parce que des programmes, il y en existe. Il y en existe énormément, mais encore faut-il les évaluer. Donc, je pense que ça, c'est une composante aussi assez importante, c'est-à-dire de s'assurer que ce qu'on met en place est supporté par des données probantes, puis que véritablement l'argent qu'on a investi dans ces démarches-là, dans ces initiatives-là, donne concrètement des résultats. Ça m'amène à poser la question, quand on implante un programme comme les ateliers Corsa, la nécessité d'évaluation, comme tu dis, elle est très présente. Par contre, si on veut aller dans le sens de ce que Marc disait, notamment le fait d'adapter les initiatives aux besoins du milieu en fonction de ce que les jeunes souhaitent, en fonction du momentum, ben on se retrouve parfois pour les uns, on voit ça comme dénaturer des programmes, pour d'autres, on voit ça, c'est plus vu comme l'adaptation, mais ça pose le défi de l'évaluation des programmes. Donc, comment on fait pour, par exemple, adapter des ateliers comme les ateliers Corsa dans un autre environnement avec des modalités différentes tout en respectant les paramètres des bonnes pratiques, notamment. Si je peux me permettre de répondre à ça, est-ce que ça va? Oui. Moi, je pense que à trop vouloir répondre aux besoins d'une population, on risque de ne pas réellement favoriser des interventions qui peuvent être répliquées et mesurées, évidemment, comme tu dis, Marie-Claude. Mais à trop vouloir favoriser des interventions qui peuvent être répliquées, on risque de ne pas réellement répondre aux besoins d'une population. Donc, je pense que l'approche à privilégier, c'est pas simple, mais dans l'implantation d'un programme, serait évidemment de développer une méthodologie qui respecte les réalités du contexte, mais greffer à cela des stratégies qui mettent de l'avant des interventions plus ciblées, mesurables, puis qui peuvent être répliquées. Donc, je verrais bien, par exemple, une approche, par exemple, globalisante dans un cégep ou dans une université
puisse ajouter des outils comme Corsa, tu sais, ça irait vraiment bien, ou même, on parlait d'une étude à un moment donné, mais, donc ajouter des choses plus ciblées dans un contexte beaucoup plus large, puis même avec les sentinelles, on découvre que lorsque les sentinelles sont liées à des approches scolaires globales, c'est la seule façon de pouvoir vraiment mesurer l'efficacité, par exemple, de ces stratégies-là. OK. Ouais. Simon, tu voulais-tu rajouter? Peut-être je peux ajouter un... Oui, vas-y. Oui. Vas-y. OK. Peut-être je rajoute. OK. Je te laisse la parole, Simon, après. En fait, peut-être je rajouterais aussi que cette idée d'un projet hein, qui à la fois répond aux besoins adaptés et qui tient compte aussi de l'évolution des connaissances et des données probantes, parce qu'on sait bien, hein, on peut implanter un projet, puis si on ne se tient pas au fait aussi des évaluations dans la littérature, ben, il y a certaines choses qu'on peut manquer là, dans l'amélioration du projet, tu sais. Puis en bout de ligne, de l'efficacité sur le bien-être des étudiants, je dirais, ben, nous, par exemple, à l'université, tu sais, je vous parlais tantôt du rapport du groupe de travail là, sur les enjeux de santé mentale, qui a rassemblé plusieurs personnes de l'université. Mais parallèlement à ça, à peu près en même temps, il y a eu une très belle implication étudiante, la Fédération des associations étudiantes de l'Université de Montréal, qui a fait une enquête sur la santé psychologique étudiante. Première version de l'enquête, donc avec différents indicateurs qui ont été, si on veut, découpés par faculté. Il y avait différentes façons d'analyser les résultats. Et ça, donc, ça nous donne aussi une bonne idée là, de l'état de santé des étudiants cette enquête-là va être reprise, là, on veut la faire évidemment périodique, qui va être reprise à peu près aux 4-5 ans. Donc, ça, c'est aussi de faire attention, je pense que c'est une condition de réussite très importante là, de nos projets, c'est d'être à l'affût et de jamais oublier de se nourrir aussi de ces données-là au fur et à mesure de l'évolution des projets. Parce qu'il ne s'agit pas juste de planifier un projet, de le partir, puis de se dire, bon, ben il est parti. Maintenant, c'est beau. Ça y est, on a parti un projet. Ben non. Un projet, il se commence, il se construit. Oups, après ça, il s'ajuste, mais il s'ajuste continuellement. Donc, au gré de données qu'on peut produire auprès des étudiants de leur état de santé, si on est capable de faire ça au sein d'un milieu, si les personnes qui nous écoutaient, là, vous avez des enquêtes déjà internes, des outils, vous avez déjà produit du matériel, c'est souvent aussi, c'est pas de créer du nouveau matériel, c'est de regarder ce qu'on fait déjà, qu'est-ce qu'on peut le faire de mieux. Souvent, c'est pas de créer des nouvelles choses, c'est d'améliorer ce qu'on fait déjà. Donc, c'est de se nourrir de ça, puis de se nourrir en même temps aussi de la littérature. Mais pour ça, il faut avoir souvent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de ça, de faire ce pont entre les connaissances. Parce qu'un projet bien planifié, bien évalué, c'est un gage de succès à long terme pour l'efficacité du projet. Puis, en bout de ligne, le bien-être des étudiants. Puis c'est ça qu'on veut. Mais c'est dans le long terme qu'il faut l'aborder. On ne peut pas... puis ça, ben, c'est notre grand défi aussi, le long terme. Hein? Puis c'est en général y aller de façon long terme avec des ressources limitées, un roulement de personnel, souvent important au sein de nos établissements. C'est souvent des enjeux. Mais je pense que c'est une condition fondamentale si on veut faire des bons projets de qualité. Tu sais, la qualité des projets, c'est aussi ça. Puis peut-être juste en terminant, souvent, pour la qualité des projets, on ne sait pas tout, hein? Les personnes qui planifient les projets, il y a des gens autour de nous qui ont des expertises par rapport à la planification des projets. Les chercheurs au sein de nos établissements, les personnes qui ont des expertises en évaluation, ben, faut y aller aussi chercher les personnes. On parlait de partenariat tantôt. Ben, les partenariats, c'est ça aussi. C'est les partenariats dans la nature et le fonctionnement du projet. Donc, si je sais qu'au sein de mon établissement, il y a un expert en évaluation ou il y a un chercheur qui a travaillé beaucoup en évaluation, ben, je fais le pont avec lui. Puis je lui demande s'il peut nous soutenir dans l'évaluation de notre projet. Fait que c'est d'aller chercher aussi nos atouts autour de nous. Hein? Puis
comme je disais tantôt, c'est dans l'esprit d'une communauté solidaire et bien tissée pour la santé mentale sur la base des compétences. Je vais laisser la parole Simon, à Simon parce qu'on t'a coupé, puis ensuite Maria a levé la main sur ça. Merci, Florence. Oui, ben très rapidement, ce que je voulais peut-être mentionner de mon côté, c'est que, en fait, c'est une excellente question, Marie-Claude. Il n'y a pas de réponse simple, selon moi. Nous, on a décidé une des raisons pour laquelle on s'est appuyé sur l'approche d'acceptation et d'engagement, c'est que c'est une approche qui est dite transdiagnostique, c'est-à-dire que elle cible des processus communs à plusieurs types de difficultés ou de problèmes de santé mentale, que ce soit un trouble anxieux ou dépressif. Un exemple de ça, c'est l'évitement expérientiel, c'est-à-dire que ce soit chez une personne anxieuse ou dépressive, il y a souvent cette propension à éviter d'être en contact avec un affect qui est difficile. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a, oui, des particularités, il y a des besoins différents chez les étudiants, mais il y a aussi énormément de dénominateurs communs. La souffrance d'un étudiant de deuxième, de troisième cycle ressemble à bien des égards à la souffrance qui est vécue d'un étudiant de première génération, un étudiant de premier cycle. Donc, encore là, je pense que dans le choix des initiatives qu'on met de l'avant, on doit être soucieux de cet élément-là, c'est-à-dire cet élément transdiagnostique, d'essayer de cibler des processus communs. Donc, voilà. Merci. Effectivement. Maria, est-ce que tu voulais rajouter là-dessus? Merci. Si je comprends bien, Florence bien, c'est une des choses que le centre veut faire. Sur notre site, on veut faire une clearinghouse de toutes les évaluations, mais on aussi savoir qu'en Ontario, il y a de fantastiques projets, mais il n'y a pas d'évaluation sur ce projet. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec notre boîte d'outils, évaluation, et aider les campus à faire l'évaluation. Parce que je pense que c'est un grand problème, pas problème, mais c'est une grande chose que les campus font beaucoup de choses, mais ils n'ont pas des ressources ou le temps à faire l'évaluation sur les choses qu'ils ont fait, sur les projets qu'ils ont fait. Et sur notre site, on veut faire, comme je dis, une clearinghouse. Puis s'il y a beaucoup d'évaluations que quelqu'un a à faire, il peut nous envoyer cette évaluation et we're going to put it on our site. Merci. Donc, le centre ici a vraiment un rôle de liaison et c'est majeur. Là, le temps file, il est 13h08 et on veut laisser la place aux questions. Malheureusement, il y a encore plein de choses à discuter, mais peut-être pour conclure, je vous demanderai à chacun d'entre vous d'identifier de là où vous êtes, si il y a une chose à privilégier, ce serait laquelle? Puis s'il y a une chose à éviter dans la mise en place de projets pour favoriser la santé mentale, ce serait quoi? Rapidement, puis on va passer à la période de questions. Donc, je commencerai par Maria. Je pense que une chose que je veux dire, que collaboration, c'est le plus important. Collaboration. Chose. OK. Oui. Puis, qu'est-ce qu'on doit éviter? Please return to me, I'll think of quelque chose. On privilégie quoi? Pour ma part, on privilégie dans tout ce qu'on fait, dans notre approche à tout niveau transversal, une approche de la santé mentale qui est équilibrée en termes, je dirais, de promotion, de prévention, de services pour les étudiants qui ont des difficultés et aussi de rétablissement et de retour des étudiants dans
nos milieux qui ont vécu des difficultés. Donc, de privilégier cet équilibre-là et que chacune des composantes a toute son importance et agisse en synergie. Moi, c'est ça que je privilégie, de garder ça toujours en tête. Qu'est-ce qu'on évite? C'est peut-être des fois de retourner dans nos petites pantoufles, des fois de travailler dans notre équipe, dans notre bureau, peut-être trop collé à notre mission, c'est-à-dire être toujours le grand enjeu, le silo, le travail en silo. Donc, à éviter, là, décloisonner, continuer de le faire. On est sur la bonne voie, là, on est dedans, mais d'essayer de résister quand ça va moins bien, de retourner dans ces pantoufles-là. Voilà ce que j'éviterais. Merci. Simon? Je ne serais pas très original, je suis assez d'accord avec ce que Florence mentionne. Ce que j'aurais tendance à privilégier, c'est vraiment la concertation. Ce que moi j'observe, c'est que parfois il y a cette tendance à travailler en silo. Il y a parfois des trucs qui sont redondants, il y a de la redondance dans les services parfois qui sont offerts aux étudiants. Donc je pense que ça c'est assez important. Il y a même parfois une compétition entre certaines équipes, certains services dans les institutions. Donc, je pense que ça, c'est pas nécessairement à l'avantage de l'étudiant. Et ce que j'aurais tendance à éviter, c'est d'aller trop vite, tiens. De mettre en place une initiative, de collecter des données, de l'évaluer correctement, de s'assurer qu'on répond bien aux besoins des acteurs, ça prend du temps. Et à ma connaissance, il n'y a pas de remède là, miracle rapide pour essayer de solutionner des problèmes aussi complexes que ça. Donc, prenons le temps de bien faire les choses. D'accord. Marc? Ça va un peu dans le même sens. Moi, je dirais engagement et communication dans les choses totalement nécessaires parce qu'il y a beaucoup de ventes là-dedans, de démystification. Il faut vraiment toujours vendre la santé mentale optimale ou positive. Hein. Et donc, ça, c'est dans les choses totalement nécessaires. Puis dans les choses, je pense qu'il faut redouter, c'est l'absence d'autocritique. Parce que les gens travaillent très fort, ils développent leurs projets, sont très fiers, vont présenter ça, mais évaluent pas vraiment ou évaluent mal ou je dirais, c'est assez étonnant de voir des gens qui veulent bien faire, là, font des belles choses et tout ça, mais qui évaluent pas. T'sais. Donc, faut toujours se donner un feedback assez honnête par rapport à ce qui se passe, puis prendre tous les moyens nécessaires pour évaluer ce qu'on fait. De toute façon, il faut être redevable à la direction parce que, par exemple, au Cégep, ils libèrent des gens pour maintenant faire la promotion de ça de façon plus concrète, là, en alliant les sentinelles, défi santé, puis je tiens la route, puis c'est super, mais on est toujours imputable de ça par, dans le fond, la présentation de résultats. Merci. Maria, est-ce que tu as eu une idée pour... Je pense que c'est la même chose que les autres dit, mais une des choses aussi, je ne sais pas si je peux le dire en français, mais je pense qu'on doit aussi parler moins et entendre plus, et entendre les étudiants, parce que on fait des choses pour les étudiants, mais on peut engager les étudiants à ce qu'on fait. OK, merci. Donc, collaborer, écouter, pas travailler tout seul, éviter les silos, prendre le temps d'être critique, d'observer, d'entendre les étudiants et d'avoir une approche plus globale de la santé, pas juste répondre aux crises, mais ça, c'est, je pense, un aspect bien difficile dans un milieu où il y a plusieurs problèmes qui se présentent, mais une voie à suivre définitivement. Alors, je remercie tout le monde et j'inviterai les gens à poser des questions à nos panélistes. Oui, peut-être que je peux mentionner déjà une première question qui a été posée pendant que vous discutiez. Il y a Daniel Labillois qui demande « Est-ce que vous savez si des études se sont penchées pour vérifier si certaines stratégies pédagogiques peuvent favoriser la santé mentale des étudiants? »
Il y a beaucoup de recherches sur ça en OISI à Toronto. Et je juste retrouver le cas, c'est Michael Cassidy, pas Michael Connolly, mais Michael Cassidy a fait recherche sur ça. Et aussi en British Columbia, il y a à UBC et à Simon Fraser, il y a beaucoup de recherches. Et si les gens sont intéressés à ça, je peux faire comment dire, une warm connection avec les gens qui font ça. Super, puis on pourra ajouter même les références dans notre site web, dans la page du webinaire d'aujourd'hui. Okay. J'ajouterai les références, Et ces je peux références-là vous pour que vous envoyer puissiez les consulter. le nom de les gens aussi. Super, merci. D'autres questions? Je vois pas les... En attendant peut-être d'autres questions, j'ajouterais peut-être par rapport à cette question-là, il y a des aux États-Unis, c'est peut-être un petit peu moins prégnant ici au Canada, bien que j'ai l'impression, en tout cas je souhaite que ça vienne, mais on parle de plus en plus de pédagogie contemplative. Il y a d'ailleurs une association professionnelle d'enseignants dans le milieu postsecondaire et des enseignants de tout acabit, hein, tout type de disciplines confondues qui, dans le cadre de leurs cours, vont intégrer justement des stratégies qu'on dit contemplatives. Donc, c'est quoi concrètement? Ça peut être un moment de silence qui est pris avant le début d'un cours. Ça peut être des exercices de réflexion, c'est-à-dire qu'on amène une question particulière, une question éthique, par exemple, la violence qui est faite aux animaux, et plutôt que de présenter une série de concepts de manière très didactique, on amène les gens à réfléchir sur comment ils absorbent, comment ces questions-là font écho chez eux. C'est encore un peu embryonnaire, mais on a des résultats qui sont quand même assez encourageants, assez porteurs sur, j'ai envie de dire, les retombées de ce genre de stratégie d'apprentissage. D'autres Merci. D'autres questions? Alors, il y a une question de Marie-Michel Laure qui mentionne qu'elle comprend que les ateliers de Corsa sont offerts par les professionnels de relations d'aide dans les établissements, mais est-ce qu'ils sont offerts aussi en collaboration avec une personne ayant un vécu expérientiel, par exemple un étudiant ayant vécu un problème de santé mentale, et elle demande également qu'est-ce qui a motivé ce choix, que ce soit l'un ou l'autre des choix. Là, je suis pas sûr de comprendre de quel choix on parle, mais peut-être pour répondre à la première portion de la question, en ce moment, non, il n'y a pas d'étudiants qui sont impliqués dans l'animation des ateliers. C'est une excellente idée. D'ailleurs, on commence, nous aussi, tout doucement à réfléchir à peut-être la mise en place d'un système de pairs aidants, mais qui serait véritablement assis encore là sur l'acte. Parce que, comme le mentionnait Florence il y a quelques instants, un étudiant qui a lui-même vécu une situation difficile peut être d'une très, très grande utilité aux yeux d'un autre étudiant qui vit une situation similaire. Et on ne doit pas oublier qu'il y a aussi plusieurs étudiants qui vont être intimidés, hein, qui ne seront pas tout à fait à l'aise de rencontrer un professionnel en relation d'aide, qui vont être peut-être plus confortables de discuter avec un père, donc quelqu'un qui est plus près de lui, finalement. Donc, pour répondre à votre question, non, pour le moment, mais c'est un petit peu dans le collimateur. D'autres questions? Merci.
J'ai une question de Stéphanie Vagneux qui s'adresse peut-être plus à Florence. Elle demande si le rapport du comité de l'Université de Montréal qui a été mentionné avec 30 recommandations. Elle demande si ce rapport est disponible. Oui, malheureusement non, pas pour l'instant, parce qu'il est encore il est encore un petit peu sous forme de document de travail. Il reste des choses à peaufiner dedans. Donc, non, malheureusement, il est pas accessible pour l'instant. Par contre, ce que je peux vous dire, là, je saisis la balle au bon parce que le rapport, dans le fond, il s'est basé sur le modèle qui a été présenté, là, qui est présenté avec les 7 champs d'action auxquels Marc-Claude référait au début. Donc, le rapport, les recommandations découlent là, pour chacun des champs d'action. Puis, je peux vous dire que, bon, ce modèle-là, on a fait le choix, l'Université de Montréal a fait le choix de ce modèle-là parce que c'est un modèle qui a été, qui repose quand même sur une démarche rigoureuse, sur une démarche de revue de littérature rigoureuse. Et aussi, je vous invite à aller voir, si vous voulez, pour votre milieu, à regarder ce modèle-là, puis vous pencher un peu sur qu'est-ce que votre milieu, comment est votre milieu par rapport à ce modèle-là, sur le site de l'Association des services aux étudiants des universités et collèges du Canada. Donc, vous allez voir que pour chacun des champs, il y a une espèce de boîte à outils pour vous aider à vous poser des questions dans votre milieu par rapport aux 7 champs d'action. C'est une forme d'auto-analyse, si on veut, l'analyse de votre milieu reliée à ces 7 champs d'action-là, puis il donne même là, des résultats possibles dont vous pourriez bénéficier si vous suivez ces recommandations-là par rapport aux champs d'action d'analyse. Donc, je vous invite à aller le voir si vous ne le connaissez pas déjà là, sur le site de l'Association des services aux étudiants des universités et collèges canadiens. C'est un très bon point de départ. Si vous voulez jeter un coup d'œil, poser un regard critique sur votre milieu, là, je vous le recommande fortement. C'est un bel outil. Effectivement. En cliquant sur Internet, le titre qui est ici au bas de la diapositive, vous arrivez tout de suite sur ce document-là. Puis, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ce modèle-là est un modèle d'approche globale. D'autres modèles existent aussi, mais la particularité de ça, c'est de voir l'ensemble des actions. Tantôt, quand on parlait d'avoir une perspective plus globale où on s'attarde à la fois à ceux qui ont des troubles mentaux, mais aussi pour favoriser une bonne santé mentale, ben, c'est un modèle qui est très intéressant pour ça. Bon, nous avons quelques questions. Pourrait-on renommer le site que Florence vient tout juste de nommer? Donc, est-ce que la diapositive, elle apparaît pour tout le monde? Si oui, c'est ce qui est écrit dans le bas de la diapositive ici, là, Post-Secondary Student Mental Health, Guide to a Systemic Approach. Oui, j'ajouterais que ça, c'est l'association, donc je répète là en français parce que c'est souvent employé en anglais le nom de l'association, c'est l'Association des services aux étudiants des universités et collèges du Canada. Alors moi, je vous recommande d'aller sur le site web parce que la référence en dessous du modèle, c'est le guide, c'est un document qui a été fait là, qui reprend ça. Mais si vous voulez répondre aux questions puis faire l'évaluation de votre milieu, je vous recommande d'aller directement sur le site web. Vous allez pouvoir faire l'évaluation de votre milieu en direct sur le site web puis avancer dans le questionnaire page après page. Si vous allez dans le document PDF, ben, moi, je trouve ça moins intéressant en tout cas. Vous pouvez aller voir, mais allez directement sur le site web. Donc, une question pour Florence encore. Les sentinelles en santé mentale sont-elles les mêmes personnes que les sentinelles en prévention du suicide? Sinon, comment identifier ces personnes? OK. Alors, nous, le projet Sentinelle à l'université, il se base vraiment sur le cadre du ministère de la Santé qui a été développé là, pour les acteurs du réseau de la santé depuis plusieurs années déjà.
C'est vraiment notre cadre de référence. Donc, C'est le modèle de Sentinelle pour la prévention du suicide, Florence, alors. Oui, mais je vous dirais que là, on est en cours, là, on est vraiment en train justement de consolider, de finaliser notre approche avec les paramètres du projet. Ce sont des sentinelles en prévention du suicide, mais comme je vous disais précédemment, on a le souci là, de ne pas se concentrer seulement là, sur les signes, la reconnaissance et tout ça et l'urgence suicidaire, mais aussi plutôt en amont sur la détresse et sur outiller les personnes, les sentinelles, à être capables d'accueillir et d'écouter. Fait que l'écoute active, c'est beaucoup ça qu'on veut transmettre et la connaissance des ressources pour bien jouer son rôle de courroie de transmission vers d'autres services. Alors, le suicide est évidemment inclus dans l'approche, mais ce n'est pas que ça. Et pour la question de la reconnaissance, de savoir reconnaître et repérer, on est justement en train de fouiller la question. C'est ça qu'on est vraiment en train de planifier le projet, donc on n'a pas encore la réponse à cette question-là. Merci, Florence. On a le temps pour peut-être une ou deux questions supplémentaires. Est-ce que nos panélistes auraient un dernier mot à transmettre? On a fait le Moi, tour. j'aurais peut-être... Oui. Oui, OK. Est-ce qu'il y a une dernière question de lui? Je vois pas. Non, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. On va être prêt à clore par la suite. Okay. Oui. Moi, je dirais rapidement, pour les personnes qui nous écoutent, il existe des outils puis des façons de nous soutenir dans nos milieux. Malheureusement, c'est souvent pas encore en français. Puis au Québec, il nous manque, là, je trouve, comme nos collègues du RIPSO, s'il y a des collègues du RIPSO qui nous écoutaient, là, cette espèce de plateforme où on peut se retrouver avec des outils et tout ça, c'est quelque chose qui nous manque ici, moi, je trouve, au Québec, mais en Ontario, à Caen, au Québec, un Center for Innovation in Campus Mental Health, je l'espère bien parce que c'est absolument fantastique ce que vous faites, puis je vous invite, ceux qui nous écoutez, là, à aller voir le site du Center for Innovation Campus Mental Health. On a assisté à leur colloque l'an passé, c'était fabuleux, vraiment. Mais bon, c'est en anglais, mais... mais en mai, on va être en français aussi. Ah oui, alors génial. Et on a deux sites. On a aussi More Feet on the Ground. Et ça va être en français en mai aussi. Et ça, c'est pour les faculty members et administration. C'est un guide à comprendre la santé mentale. Il y a des quiz. Et aussi, pour les écoles en Ontario, il y a des ressources sur les campus. Ça, c'est More Feet on the Ground. Merci, Maria. Alors, effectivement, le site du Centers for Innovation in Campus Mental Health, c'est vraiment très complet et beaucoup de ressources pour nous aider à faire les liens, à comprendre c'est quoi une perspective de promotion de la santé mentale. C'est très intéressant, effectivement. Et je veux dire s'il y a des ressources en français que vous pensez sont importantes pour nous ajouter sur notre site, s'il vous plaît, me envoyer et je veux le mettre sur notre site aussi. D'accord. Merci. Alors, je voudrais remercier nos panélistes de votre présence et de nous avoir fait part de vos projets. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont participé aussi. Et Lucie, je vais te laisser la parole pour clore ce webinaire.
Oui, merci beaucoup Marie-Claude pour ton excellente animation aussi et la préparation de ce webinaire auquel tu t'es beaucoup impliqué. Et merci évidemment à chacun des panélistes qui a pris le temps de préparer toute cette information à la fois écrite et aussi en personne. Donc pour terminer, je voulais mentionner que nous allons aussi continuer de diffuser ce qui est fait en Ontario parce que visiblement, il y a beaucoup de choses qui sont faites qui sont très intéressantes et pertinentes pour le réseau québécois, surtout si elles sont en français, puis elles s'adaptent au fur et à mesure. Donc, on va poursuivre cette diffusion-là au CAPRES, donc surveiller notre lettre qui est aux 2 semaines. Nos prochains dossiers, donc je présentais au début du webinaire que nos dossiers maintenant prennent la forme d'enjeux. La santé mentale, évidemment, il y a plusieurs enjeux. Les prochains sur lesquels nous allons nous attarder sont la performance et la dépendance, donc surtout la culture de performance et des amplificateurs cognitifs. Donc, c'est le prochain sujet dont nous allons traiter. Si vous avez des ressources, si ce sujet-là vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va pouvoir alimenter notre dossier. Il devrait sortir dans les prochaines semaines. On préparera aussi une activité en lien avec ce dossier-là. Puis le prochain auquel on s'adresse, ça va être la santé mentale chez les étudiants internationaux de façon un peu plus spécifique. Donc, c'est ce que vous allez voir au CAPRES au cours du printemps. Puis, évidemment, dans la prochaine année, il y aura aussi de nouvelles thématiques. On crée vous avez vu nos nouveaux dossiers, c'est des petits morceaux très courts de 2 à 4 pages. Si vous avez de votre côté des initiatives que vous voulez partager, des ressources que vous voulez partager, nous sommes toujours intéressés à les connaître, puis à vous aider à les diffuser, toujours au collégial et à l'universitaire. Donc, je vous invite à nous les partager. Donc, merci beaucoup aux participants d'avoir été présents et merci évidemment aux panélistes et à Marie-Claude qui a animé la présentation. Au plaisir. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, merci. Bye. J'ajoute en terminant peut-être que toutes les ressources que vous avez mentionnées aujourd'hui vont être ajoutées à notre page des webinaires ainsi que la vidéo, évidemment, pour pouvoir la réécouter. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Au revoir.